Je rentrais d'un voyage à la montagne. À la gare, j'achetais le journal, c'était le jour de mon anniversaire. À la maison, mon domestique m'apporta le courrier, plusieurs lettres, dont une, volumineuse, d'une écriture qui m'était inconnue. 2 douzaines de pages hâtives d'une main agitée de femme. Pas d'adresse, pas de signature, rien. C'est étrange. Le haut de la première page éveilla ma curiosité. À toi qui ne m'as jamais connu. Mon enfant est mort hier. 3 jours et 3 nuits, j'ai lutté avec la mort pour sauver cette tendre et petite existence. Pendant 40 heures, je suis restée assise à son chevet tandis que la grippe secouait son pauvre corps brûlant de fièvre. J'ai rafraîchi son front en feu, j'ai tenu nuit et jour ses petites mains fébriles. Le 3e soir, j'étais à bout de force, mes yeux n'en pouvaient plus. Ils se fermaient d'eux-mêmes à mon insu. C'est ainsi que je suis restée 3 ou 4 heures endormie sur ma chaise et pendant ce temps-là, la mort a pris mon enfant. Maintenant, il est là. Cher et tendre, petit. Tout semblable à l'heure de sa mort. Seulement, il a fermé les yeux. Ses yeux sombres et intelligents. On a joint ses mains sur sa chemise blanche. 4 cierges brûlent aux 4 coins de son lit. Je n'ose pas regarder. Je n'ose pas bouger lorsque la flamme vacille, les ombres glissent sur le visage, sur la bouche close. On dirait que les traits s'animent. Je pourrais croire qu'il n'est pas mort, qu'il va se réveiller et de sa voix claire me dire quelques mots de tendresse enfantine. Mais je le sais maintenant. Il est mort. Je ne veux pas regarder. Pour n'avoir pas à espérer encore une fois. Pour n'être pas encore une fois déçu. J'ai pris le 5e cierge et je l'ai posé sur la table sur laquelle je t'écris. Car je ne puis rester seule à côté de mon enfant mort sans crier de toute mon âme. À qui puis-je m'adresser en cette heure effroyable, si ce n'est toi, à toi, qui étais tout pour moi, qui l'est encore. Peut-être tu ne me comprends pas. Peut-être je ne m'exprime pas assez clairement. Ma tête est lourde, mes tempes battent et bourdonnent. J'ai de la fièvre. Souvent un voile noir passe devant mes yeux. Je ne sais si je parviendrai à achever cette lettre. Mais je veux rassembler toutes mes forces pour te parler une fois, oh rien qu'une fois, mon bien-aimé. Toi qui ne m'as pas connu. Et tu ne sauras mon secret que quand je serai morte. Quand tout ce qui maintenant fait passer dans mes veines à la fois tant de glace et tant de feu m'aura définitivement emporté, tu sauras que c'est une morte qui te raconte sa vie qui a été à toi de sa première à sa dernière heure de conscience. Je me souviens passionnément du moindre détail. Je peux te dire, comme si c'était hier, le jour, l'heure où j'entendis prononcer ton nom pour la première fois. Et comment en serait-il autrement puisque c'est alors que l'univers s'est ouvert pour moi. Un appartement était alloué dans notre immeuble. Et on apprit bien vite par la concierge qu'un écrivain, un monsieur seul et tranquille l'avait pris. Oh, je ne te vis pas de tout le temps que dura le déménagement. Les travaux étaient surveillés par ton domestique. Ce domestique si bien stylé, petit, sérieux, les cheveux gris, qui dirigeait tout avec des manières posées et assurées. Oh, il nous en imposait à tous grandement. D'abord parce que dans un immeuble de faubourg,
Un domestique de haut rang, en sentant la grande maison, était pour nous quelque chose de nouveau. Et puis, il se montrait infiniment poli avec nous, sans cependant se familiariser avec la bataille, ni la traiter en camarade. Oh, et quand il prononçait ton nom, c'était toujours avec une certaine révérence, une considération particulière. On sentait bien vite qu'il t'était davantage attaché que ne le sont habituellement les serviteurs. Oh, comme je l'ai aimé pour cela, ce brave Johann. Bien que je lui envier. D'être toujours auprès de toi, de te servir. Avant même que tu fusses entré dans ma vie, il y avait autour de toi comme un nimbe, une auréole de richesse, d'étrangeté et de mystère. Et cette curiosité que tu m'inspirais, combien ne s'accrut-elle pas lorsque un matin, en rentrant de l'école, je vis devant la porte de l'immeuble une voiture de déménagement. Il y avait des idoles hindoues, des statues italiennes, des tableaux resplendissants et puis voir des livres si beaux et si nombreux que je n'aurais pu imaginer rien de pareil. Un domestique les entassait sur le seuil de la porte, les époussetait soigneusement avec un plumeau. Je rôdais curieusement autour de la pile. Le domestique ne me repoussa pas, mais ne m'encouragea pas non plus. De sorte que je n'osais en toucher aucun, bien que j'eusse aimé à palper le cuir moelleux d'un grand nombre d'entre eux. Toute la soirée, je fus forcée de penser à toi. Je ne possédais moi qu'une douzaine de livres, bon marché, que je dévorais sans cesse, que j'aimais par-dessus tout. Dès lors, l'idée m'obséda de savoir comment pouvait être cet être qui possédait, qui avait lu tant de livres, qui connaissait tant de langues, qui était si riche, si savant. Une sorte de respect surnaturel s'unissait pour moi à l'idée de tant de livres. Je cherchais à me représenter ta physionomie. Tu étais un homme âgé, avec des lunettes, une barbe. Un peu semblable à notre professeur de géographie. En bien plus aimable, en bien plus beau, en bien plus doux. Je ne sais pas pourquoi j'en étais certaine alors. Tu devais être beau. Même quand je pensais à toi sous les traits d'un homme âgé. Cette nuit-là, et sans te connaître encore, j'ai rêvé à toi. Pour la première fois. Le lendemain, tu pris possession de l'appartement, mais j'eus beau te guetter, je ne pus t'apercevoir. Le troisième jour, enfin, je te vis. Tu portais un ravissant costume de sport, brun clair. Tu montais en courant les escaliers, ton chapeau à la main. Et c'est ainsi qu'avec un étonnement indescriptible, je pus contempler ton visage, plein de vie et de clarté, aux cheveux d'adolescent. Véritablement, je tressaillis de surprise en voyant combien tu étais jeune et joli, souple, svelte, élégant. À cela, rien d'étonnant. En cette première seconde, j'éprouvais ce que chacun éprouve à ton aspect, ce que l'on ressent de façon unique, comme une sorte de surprise. Il y a en toi deux êtres. Un jeune homme, gai, ardent, tout entier au jeu et à l'aventure. Et en même temps, dans ton art, une personnalité au sérieux implacable, fidèle au devoir, infiniment cultivée et raffinée. Cette profonde dualité, le secret de ton existence, l'enfant de 13 ans que j'étais alors, magiquement fasciné par toi, l'aperçut au premier regard. Est-il besoin de te dire qu'à partir de ce jour, rien dans notre immeuble, rien dans mon pauvre univers d'enfant n'exista plus, si ce n'est toi, qu'avec tout l'entêtement, l'obsédante ténacité d'une enfant de 13 ans, je n'ai plus qu'une préoccupation, tourner autour de toi et de ton existence. Je t'observais. J'observais tes habitudes. J'observais les gens qui venaient te voir.
Il y avait des jeunes hommes, tes camarades, avec lesquels tu riais et te montrais exubérant. Et puis des étudiants à la mise modeste, et aussi des femmes qui arrivaient en automobile. Et même une fois le directeur de l'opéra. Et aussi de toutes jeunes gamines qui étaient encore à l'école de commerce et qui se glissaient avec embarras sur le seuil de la porte. En somme, beaucoup de femmes. Mais cela ne signifiait pour moi rien de particulier. Même pas lorsqu'un matin, en partant pour l'école, je vis sortir de chez toi une femme toute voilée. Je n'avais alors que 13 ans. Et la curiosité passionnée avec laquelle je t'épiais et je t'observais ne savais pas alors, tellement j'étais une enfant, que c'était déjà de l'amour. Mais je sais exactement le jour et l'heure où je m'attachais à toi tout entière et pour toujours. Je revenais d'une promenade avec une camarade d'école. Nous étions en train de parler sur le seuil de la porte. Une voiture arriva, à toute vitesse. Elle s'arrêta net. Avec ton allure impatiente et comme élastique, qui aujourd'hui encore me ravit toujours, tu sautas sur le marchepied et te dirigea vers la porte. Je ne sais quelle puissance inconsciente me poussa à aller t'ouvrir. Tu sautas sur le marchepied. Je croisais tes pas. Nous nous frôlâmes. Tu me regardas de ce regard chaud, doux et enveloppant qui était comme une caresse. Tu me souris. Un sourire que je ne puis qualifier que de tendre. Tu me dis, d'une voix fine et presque familière. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci beaucoup, mademoiselle. Ce fut tout, mon bien-aimé. Et c'est depuis cet instant que je m'attachais à toi. Pour toujours. Bien sûr. Je me rendis compte bientôt que ce regard rayonnant, ce regard qui exerce autour de toi comme une aimantation, ce regard qui vous enveloppe et qui vous déshabille, ce regard du séducteur né, tu le prodigues à toute femme qui croise tes pas, à tout employé de magasin qui te vend quelque chose, à toute servante qui te tient la porte. Chez toi, ce regard n'a rien de conscient, ni en lui, ni volonté, ni attachement. C'est simplement la tendresse que tu portes aux femmes qui, tout inconsciemment, donnent à ton regard cet air tendre et chaud quand il se porte sur elles. Mais moi, une enfant de 13 ans, je n'avais aucune idée de ce trait de caractère. Je crus que cette tendresse n'était que pour moi seule. Je fus comme plongée dans un fleuve de feu. Cette unique seconde a suffi pour faire une femme de l'enfant que j'étais alors. Et cette femme fut à toi, pour toujours. Qui est-ce? Demanda mon ami. J'étais incapable de lui répondre. Il m'était impossible de lui dire ton nom. Et cette unique seconde, il m'était devenu sacré et c'était mon secret. Eh bien, c'est un homme qui habite avec nous dans l'immeuble. Balbutiai-je ensuite maladroitement. Et pourquoi t'es devenu si rouge quand il t'a regardé? Demanda mon ami avec toute la malice d'une enfant curieuse et parce que je sentais que cette curiosité s'adressait à mon secret. Le sang me monta au cœur avec plus de chaleur. La chaîne où je me trouvais me rendit vulgaire. Petite dame, m'écriai-je. J'aurais voulu l'étrangler. C'est depuis ce moment que je t'ai aimé.
Oh, je sais. Les femmes t'ont souvent dit ce mot à toi, leur enfant gâté. Mais crois-moi, personne ne t'a aimé aussi fort. Comme une esclave, comme un chien. Avec autant de dévouement que l'être que j'étais alors, et que pour toi, je suis restée. Rien sur terre n'est semblable à l'amour inaperçu d'une enfant retirée dans l'ombre. Cet amour est si pur, si humble, si soumis, si intentionné, si passionné que jamais il ne pourra être égalé par l'amour plein de désir et malgré tout exigeant d'une femme épanouie. Seuls les enfants solitaires savent garder pour eux leurs secrets. Les autres le dispersent dans les bavardages, les moussent dans les confidences. Ils ont souvent entendu parler de lui. Ils l'ont retrouvé dans les livres. Ils savent que c'est une loi commune, mais moi, je n'avais personne à qui me confier. Personne pour m'instruire ou pour m'avertir. J'étais inexpérimentée et ignorante. Je plongeais dans ma destinée comme dans un abîme. Mon père était mort depuis longtemps. Ma mère était indifférente. Avec son éternelle tristesse, son affaissement, ses soucis de veuve qui n'a qu'une pension pour vivre. Les jeunes filles de l'école me répugnaient. Parce qu'elles jouaient légèrement avec ce qui pour moi était la passion suprême. Tu étais, comment pourrais-je dire, tu étais précisément tout pour moi. Rien n'existait pour moi que dans la mesure où cela se rapportait à toi. Rien dans mon existence n'avait de sens que si cela me rapprochait de toi. Tu métamorphosas toute ma façon de vivre. Jusqu'alors, indifférente et médiocre à l'école, je devins tout à coup la première de la classe, lisant jusque tard dans la nuit des centaines de livres, parce que je savais que tu aimais les livres. Je commençais brusquement, au grand étonnement de ma mère, à m'entraîner au piano, avec une persévérance presque inconcevable, parce que je pensais que tu aimais la musique. Je ravaudais mes vêtements. Je prenais soin de ma parure, uniquement pour avoir un air propre et plaisant à tes yeux. Et l'idée que ma blouse de classe, c'était la transformation d'une robe d'intérieur de ma mère, avait sur le côté gauche une pièce d'étoffe rapportée, cette idée m'était odieuse. Si par hasard tu la voyais, si tu me méprisais... C'est pourquoi je tenais toujours ma serviette serrée contre moi, lorsque je montais en courant les escaliers, de crainte que tu ne m'aperçoives. Mais cette peur était bien insensée, car jamais, presque jamais plus, tu ne m'as regardée. Et cependant, à vrai dire, je passais mes journées à t'attendre et à te guetter. Il y avait sur notre porte une lunette ronde de cuivre jaune par laquelle on pouvait voir ce qu'il y avait au-delà, devant ta porte. Cette lunette? Non, mon bien-aimé. Aujourd'hui encore, je ne rougis pas de ces heures. Cette lunette était pour moi l'œil par lequel je découvrais l'univers. Pendant des mois, pendant des années, guettant la méfiance de ma mère, j'étais assise, un livre à la main, tremblante comme la corde d'un violon et vibrante comme elle lorsque ta présence l'a touchée. J'étais tout occupée de toi, toujours en attente et toujours en mouvement. Et cependant, tu ne pouvais pas davantage te rendre compte que de l'attention du ressort de ta montre que tu portes dans ta poche, qui compte patiemment dans l'ombre tes heures, et qui accompagne chacun de tes pas d'un imperceptible battement de cœur, tandis que ton hâtif regard l'effleure à peine une seule fois parmi des millions de tic-tac, toujours en éveil. Je savais tout de toi.
Je savais. Chacun de tes costumes, chacune de tes cravates, chacune de tes habitudes. De ma 13e à ma 16e année, il ne s'est pas passé une heure que je n'ai vécu en toi. Quelle folie ai-je alors commise! Je baisais le bouton de la porte parce que ta main l'avait touché. Je dérobais furtivement un mégot de cigarette et pour moi il était sacré car tes lèvres l'avaient effleuré. 100 fois le soir, sous n'importe quel prétexte, je sortais dans la rue pour voir dans laquelle de tes fenêtres il y avait de la lumière. Et sentir ainsi, de façon plus concrète, ta présence, ton invisible présence. Et les semaines où tu partais en voyage, comme mon cœur battait de crainte lorsque je croisais ce brave Johan avec ton sac de cuir jaune. Ces semaines étaient pour moi mortes et sans objet. J'allais et venais de mauvaise humeur, avec ennui et méchanceté. Il fallait toujours veiller à ce que ma mère ne remarquât pas mon désespoir à mes yeux rougis de larmes. Tagelang, stundenlang. Pendant des heures, pendant des journées entières. Konnte ich dir erzählen, wie ich damals mit dir erlebte? Je pourrais te raconter comment j'ai vécu alors avec toi. Ja, du mich kaum von Gesicht erkanntest. Avec toi qui connaissais à peine mon visage. Dann begegne ich dir in der Treppe. Und gab es kein Ausweichen. Car lorsque je te croisais dans l'escalier, qu'il n'y avait pas moyen de t'échapper, So lief ich mich versengend kommt an dir vorbei. je passais devant toi en courant, tête baissée, Einer, der sich ins Wasser stürzt. comme quelqu'un qui veut se jeter à l'eau. Nur, dass mir das Feuer nicht versenge. Et tout cela pour te cacher le feu de mes joues. Tagelang, stundenlang, konnte ich dir den Kalender deines Je Lebens voudrais te dérouler tout le calendrier de ma vie, mais je ne veux pas t'ennuyer, je ne veux pas t'importuner, je veux seulement te raconter le plus bel événement de mon enfance. Et je te prie de ne pas te moquer de son insignifiance, car pour l'enfant que j'étais, alors ce fut un infini. Ce devait être un dimanche. Tu étais parti en voyage. Ton domestique tirait les lourds tapis qu'il venait de battre à travers la porte ouverte de ton appartement. Il avait de la peine à les tirer, ce brave Johan. Alors, dans un élan d'audace, j'allais à lui. Je lui proposais de l'aider. Il fut surpris, mais il ne refusa pas. C'est ainsi que je pus voir. Oh, je voudrais te dire avec quelle pieuse et respectueuse dévotion l'intérieur de ton appartement. La table où tu t'asseyais pour écrire, sur laquelle se trouvaient des roses blanches, dans un vase de cristal bleu. Et puis tes meubles, tes objets, tes livres, tes tableaux. Ce ne fut qu'un furtif et fugitif regard. Ce brave Johan m'aurait interdit d'y regarder de plus près. Mais il me suffit pour absorber toute l'atmosphère. Il me fournit suffisamment de nourriture pour rêver infiniment de toi dans mes veilles et dans mon sommeil. Cette rapide minute fut la plus heureuse de mon enfance. J'ai voulu te la raconter afin que toi, qui ne me connais pas, tu puisses enfin commencer à comprendre comment une existence s'est attachée à toi jusqu'à s'y anéantir. J'ai voulu te la raconter, ainsi que cette autre. Cette heure terrible, malheureusement si proche de la première. Ma mère m'avait fait appeler avec gravité en disant qu'elle avait à me parler sérieusement. Je devins pâle, tout mon cœur battait. Se doutait-elle de quelque chose? Aurait-elle tout deviné? Mais ma mère elle-même était embarrassée. Elle m'embrassa, ce qu'elle ne faisait jamais. Elle m'attira à elle sur le sofa et commença à me dire, d'un air tremblant, d'une voix timide, que son parent, qui était veuf, lui avait fait une demande en mariage et qu'elle s'était décidée, principalement à cause de moi, à accepter. Le sang me monta au cœur avec plus de force. Mais
Mais au moins, puis-je balbutier, nous restons ici. Non, nous allons à Innsbruck. Ferdinand y a une belle villa. Je ne pus en entendre davantage. Mes paupières s'obscurcirent. J'appris plus tard que je m'étais évanouie. J'entendis ma mère raconter à son futur époux, qui était resté derrière la porte, que j'avais reculé alors pour m'abattre soudain, comme une masse de plomb. Ce qui se passa les jours suivants, et comment moi, une faible enfant, je me débattis contre leur volonté prépondérante, non, je ne puis te le dire. Aujourd'hui encore, ma main tremble en t'écrivant. Je ne pouvais pas révéler la véritable nature de mon secret. Alors, mon refus fut pris pour de l'entêtement, de la méchanceté, du défi. On ne me dit plus rien. Tout se fit à mon insu. On profita des heures d'école pour organiser le déménagement. Et chaque fois que je rentrais, il y avait une nouvelle chose, évacuée ou de vendue. C'est ainsi que je vis l'appartement se vider, pièce par pièce. Et ma vie en même temps. Enfin, un soir que je rentrais, je remarquai que les emballeurs étaient venus et qu'ils avaient tout emporté. Au cours de cette dernière soirée, je sentis, avec une résolution soudaine, que je ne pouvais vivre loin de ton voisinage. Brusquement, ma mère était sortie, je me levai. Et telle que j'étais, en costume d'écolière, j'allais à toi. Ou plutôt non. Aller n'est pas le bon mot. Une force magnétique me poussa vers toi. Jambes raidies, articulations tremblantes. Je ne sais ce que je voulais exactement. Me jeter à tes pieds, te prier de me garder comme servante, comme esclave. Je crains que tu ne souris de ce fanatisme innocent d'une jeune fille de 15 ans. Mais tu ne sourirais plus, mon bien-aimé, si tu savais dans quel état je me trouvais, dans les corridors glacés, raidis par la peur et cependant mû par une force extraordinaire. Et comment, pour ainsi dire, j'arrachai mon bras de mon corps et ce fut une lutte qui dura une éternité d'atroces secondes. Et que mon doigt appuya sur le bouton de la sonnette. Aujourd'hui encore, j'ai dans les oreilles le bruit de la sonnette, ainsi que le silence qui suivit. Tandis que mon cœur s'arrêtait et que mon sang ne circulait plus et que je guettais seulement si tu allais venir. Mais tu ne vas pas! Personne ne va! Tu étais sorti! Ton domestique m'est allé faire des courses! Et c'est ainsi que je revins, tremblant, dans notre mouvement pour me faire évacuer! Sans rien d'autre sur moi, pour un t'es fatigué par ces 4 pas, je t'ai juste marché pendant 10 heures à travers une neige épaisse! Toute la soirée, mon bien-aimé. C'était une longue, douce soirée. Je suis restée devant ta porte, la tête tendre. À peine ma mère était-elle entrée, à peine était-elle endormie, que je me glissais dans les corridors glacés pour entendre tes pas. Toute la nuit, mon bien-aimé, je t'ai attendu. C'était une nuit glacée. Janvier. J'étais fatiguée. Il n'y avait plus de meubles pour s'asseoir. Alors je me suis étendue là, sur le parquet glacé, pour passer le courant d'air de la porte, sans rien d'autre sur moi que mon mince vêtement. Je n'avais pas pris de couverture,
Je ne voulais pas avoir trop chaud. De peur de m'endormir, de ne pas entendre tes pas. Quelle douleur j'éprouvais. Mes bras tremblaient. Je frottais convulsivement l'un pied l'un contre l'autre. J'étais toujours obligée de me lever tellement il faisait froid. Cette atroce obscurité, mais je t'attendais. Je t'attendais. Comme ma destinée. Enfin. Il devait être 2 ou 3 heures du matin. J'entendis en bas la porte s'ouvrir. Et des pas qui montaient l'escalier. Le froid m'avait brusquement quitté. Une vive chaleur s'empara de moi. J'ai poussé doucement la porte pour me précipiter vers toi. Mais j'étais à tes pieds. Je ne sais ce que fait l'enfant. Alors j'aurais fait. Les pas se rapprochaient. La lueur d'une bougie vacillait sur les marches. Était-ce toi? Était-ce toi qui rentrais, mon bien-aimé? Oui, c'était toi, mais tu n'étais pas seule. J'entendis un rire léger et joyeux, le froufrou d'une robe de soie, et ta voix qui parlait bas. Tu rentrais chez toi, accompagnée d'une femme. Comment j'ai pu survivre à cette nuit-là, je ne le sais. Le lendemain déjà, à 8 heures, on m'emmena à Innsbruck. Je n'avais plus de force pour résister. Mon enfant. Il est mort la nuit dernière. Désormais, je serai seule à nouveau. Si vraiment je puis vivre encore. Demain viendront des hommes grossiers, habillés de noir, inconnus. Porteront un cercueil, mettront mon enfant, mon unique enfant. Peut-être viendra-t-il des amis, ils porteront des couronnes. Ils peuvent des fleurs sur un cercueil. Et ils me consoleront, ils me diront des paroles, paroles, paroles. Quoi cela fait-il me servir? Désormais, je serai seule à nouveau. Il n'y a rien de plus effroyable que d'être seule, je le sais. Je le sais depuis ces 24 interminables mois que j'ai passé à Innsbruck. En ce temps compris entre ma 16e et ma 18e année, que j'ai vécu comme une captive, comme une recluse au sein de ma propre famille. Mon beau-père, un homme calme qui parlait peu, se montrait bon envers moi. Comme pour réparer une injustice involontaire, ma mère se montrait docile à mon moindre caprice. Les jeunes gens s'empressaient autour de moi. Mais je les repoussais tous. Je ne voulais pas vivre heureuse et contente, loin de toi. Les robes neuves et jolies qu'on m'achetait, je ne les portais pas. Je me refusais à aller au théâtre ou en concert, en joyeuse compagnie. À peine si je sortais de la maison. Croiras-tu, mon bien-aimé, dans cette ville où j'ai vécu 2 ans, je ne connais pas 10 rues. J'étais en deuil. Et je voulais être en deuil. Et je m'enivrais de chaque privation que j'ajoutais à la privation de ta vue. Je ne voulais pas me laisser distraire de ta passion. Je ne voulais vivre qu'en toi. C'est en toi seul que j'ai vécu. J'ai acheté chacun de tes livres. Quand ton nom était dans la presse, c'était pour moi un jour de fête. Croirais-tu, mon bien-aimé,
que je les connais par cœur. Chacune des lignes de tes livres, tellement je les ai lus et relus. Si pendant la nuit on m'éveillait dans mon sommeil et on prononçait devant moi une de ces lignes détachées de tes livres, aujourd'hui encore, je pourrais les poursuivre comme dans un rêve. Car chacune de tes paroles était pour moi un évangile et une prière. J'atteignis 17-18 ans. Les jeunes gens ont commencé à se retourner derrière moi dans la rue. Mais je les repoussais tous avec une obstination passionnée. Car l'amour, ou seulement un simple jeu d'amour purement imaginaire avec quelqu'un d'autre que toi, était tellement inconcevable que je ne pouvais en accepter l'idée. La tentation même m'eût paru un crime. Ma passion pour toi restait la même, seulement elle se métamorphosait avec mon corps. Et à mesure que mes sens s'éveillaient, elle devenait plus ardente, plus féminine, plus concrète. Et l'action même, dont l'enfant, dans sa volonté ignorante et confuse, ne pouvait avoir conscience, était devenue mon unique pensée. Me donner à toi. M'abandonner à toi. Les gens qui étaient autour de moi me trouvaient craintive, m'appelaient timide. Mais en moi se développait une volonté de faire. Je n'avais pas desserré les dents sur mon secret. Toutes mes pensées, toute ma volonté étaient dirigées vers un seul but. Revenir à toi. Revenir à Vienne. Et je parvins à imposer ma volonté. Si insensée, si incompréhensible put-elle paraître. Mon père était riche, me considérait comme sa propre enfant. Et avec un entêtement farouche, je persistais à vouloir gagner ma vie seule. Et je parvins à revenir à Vienne, chez un parent. Comme employé d'une grande maison de confection, a-t-il besoin de te dire? Où je me rendis d'abord, lorsque enfin, par une soirée brumeuse d'automne, j'arrivai à Vienne. Je me précipitai dans un tramway. Avec quelle lenteur il me semblait marcher, chaque arrêt m'exaspérait. Et je courus devant ta porte. Les fenêtres étaient éclairées. Tout mon cœur battait. C'est alors seulement que je me repris à vivre, en me sentant près de toi, mon rêve éternel. Pendant 2 ans, j'avais rêvé de cette heure, et maintenant, il m'était donné de la vivre. Là-haut, toujours là-haut, je regardais là-haut, là était une lumière, là était ton appartement, là tu étais toi, mon univers. Toute la soirée, c'était une soirée couverte d'automne, une longue et douce soirée. Je suis restée devant tes fenêtres jusqu'à ce que la lumière s'éteignît. Chaque soir, je revins devant ta porte. Jusqu'à 6 heures, je travaillais au magasin. C'était un travail dur et absorbant, mais il me plaisait. Car cette agitation m'empêchait de sentir la mienne, avec autant de douleur. Et puis tout droit. Dès que le rideau de fer était baissé derrière moi, je courais à mon cher rendez-vous. Oh, te voir une seule fois, te rencontrer une seule fois, pouvoir à nouveau caresser mon visage de mes yeux. Ah, c'était mon unique désir. Au bout d'1 semaine, tu vas à moi, au moment où je m'y attendais le moins. Tandis que je regardais là-haut tes fenêtres éclairées, tu traversas la rue. Et aussitôt, je redevins l'enfant de 13 ans que j'avais été. Involontairement, malgré mon intime désir de voir tes yeux, je passais devant toi en courant, tête baissée, comme une bête traquée. Ensuite, j'eus honte de cette fuite effarouchée de petite écolière, car à présent, ma volonté était claire.
Je te cherchais, je voulais te rencontrer, je voulais être connue de toi après toutes ces années où mon attente est restée plongée dans l'ombre. Je voulais être appréciée de toi, je voulais être aimée de toi. Souvent j'attendis en vain pendant des heures. Souvent tu sortais enfin, accompagnée d'amis. Et 2 fois je te vis avec des femmes. Je compris alors que j'avais grandi. Quelque chose se tordait en moi, fait d'hostilité et d'envie devant cette intimité publique et charnelle avec une autre. Puérilement fière comme j'étais alors, comme certainement je suis encore maintenant. Je me tins à l'écart pendant toute une soirée. Et comme elle fut atroce pour moi, cette soirée de révolte et d'orgueil passée devant ta maison. Le lendemain déjà, humblement, j'étais revenue à mon poste. Je t'attendais. Comme toujours, j'ai attendu devant ta vie qui m'était fermée. Enfin, un soir, tu me remarquas. Je t'avais vu venir de loin. Je concentrais toute ma volonté pour ne pas m'écarter de ton chemin. Le hasard voulut qu'une voiture qu'on déchargea obstrua la rue et tu fus obligé de passer tout près de moi. Involontairement, ton regard distrait se posa sur moi. Pour aussitôt, rencontrant l'attention du mien, comme le souvenir me fit tressaillir, devenir ce regard que tu as pour les femmes. Ce regard doux, caressant, pénétrant même jusqu'à la chair. Ce regard large et déjà conquérant, qui pour la première fois fit de l'enfant que j'étais une femme, une amoureuse. Pendant 1 à 2 secondes, ton regard fascina ainsi le mien. Il ne voulait s'affranchir de son étreinte, et puis tu passas. Mon cœur battait. Malgré moi, je dus ralentir mes pas. Et comme je me retournais, avec une invincible curiosité, je vis que tu t'étais arrêté. Tu me regardais par derrière et à la façon dont tu m'observais. Je vis immédiatement que tu ne m'avais pas reconnu. Tu ne m'as reconnu pas, et alors jamais tu m'as reconnu. Comment te décrire, mon bien-aimé, la désillusion que j'éprouvais alors? Je subis pour la première fois cette fatale douleur de ne pas être reconnue de toi. Cette fatale douleur qui m'a suivi toute ma vie, avec laquelle je meurs, restée encore et toujours inconnue de toi. Je ne sais comment. À force de m'occuper de toi si démesurément, si incessamment, une idée chimérique s'était formée dans mon esprit. Tu m'attendais. Comment aurais-je pu respirer si j'avais eu la certitude que je n'étais rien pour toi, que jamais aucun souvenir de moi n'éclairait doucement ton esprit? Ce douloureux réveil, devant ton regard qui me disait que rien en toi ne me connaissait plus, que le fil d'aucun souvenir ne joignait ta vie à la mienne. J'ai fait pour moi comme une première chute dans la réalité, un premier pressentiment de mon destin. Donc, tu ne me reconnus pas. Et lorsque 2 jours plus tard, dans une nouvelle rencontre, ton regard m'enveloppa avec une certaine familiarité, tu ne me reconnus pas comme l'être qui t'aimait, que tu avais éveillé à la vie du cœur, mais comme la jolie jeune fille de 18 ans qui 2 jours auparavant avait croisé ton chemin. Tu me regardas avec une aimable surprise. Un sourire se joua au coin de ta bouche. À nouveau, tu passas tout près de moi pour aussitôt ralentir ton pas. Je m'étais mise à trembler, je frémissais d'une joie muette. Si par hasard, tu allais m'adresser la parole.
Pour la première fois, je sentis que j'existais pour toi. Oh, moi aussi. Je ralentis mon pas. Je t'attendis. Et puis, sans me retourner, je sentis que tu étais derrière moi. Je savais que j'allais entendre ta chère voix me parler. L'attente était en moi comme une paralysie. Je craignais d'être obligée de m'arrêter, tellement mon cœur battait fort. Tu étais parvenu à mes côtés. Tu me parlais avec une voix doucement enjouée, comme si nous étions depuis longtemps amis. Tu me parlais avec une aisance si merveilleuse que je pus même te répondre. Nous dînâmes ensemble dans un restaurant. Sais-tu lequel? Certainement non. Si tu le savais, tu ne verrais pas dans cette soirée qu'une aventure. Et puis, qu'étais-je pour toi? Une femme parmi tant d'autres, une aventure dans une chaîne d'aventures déroulant éternellement ses anneaux, et puis, quel souvenir aurais-tu pu garder de moi? Je ne parlais que fort peu. C'était pour moi un infini bonheur que de t'avoir près de moi, de t'entendre me parler. Je ne voulais pas gâcher un instant de ta conversation par une seule parole, par une question. Jamais. Ma gratitude m'oubliera cette heure. Tu fus doux, plein de tact. Les premiers abords, ton attitude fut si sûre, si amicale. Elle semblait mériter tellement de confiance que tu m'aurais conquise tout entière. Si je n'eusse déjà été tienne, de toute ma volonté et de tout mon être. Tu ne sais pas quel acte tu accomplis ce soir-là, en ne décevant pas 5 années d'attente dans la jeune fille que j'étais. Tu voulus savoir si j'étais pressée ou si j'avais le temps? Comment aurais-je pu te cacher que j'étais à ta disposition? Je te répondis que j'avais le temps, et puis tu me demandas, en réprimant une légère hésitation, si je voulais venir monter un instant bavarder chez toi. Avec plaisir, fis-je de tout cœur. Nous montâmes chez toi. Oh, excuse-moi, mon bien-aimé, si je te dis que tu ne peux comprendre ce qu'était pour moi cette montée, cet escalier. Quel trouble! Quel enivrement j'éprouvais, à quel bonheur fou, torturant, mortel presque, j'étais en proie. L'escalier, où je t'avais attendu 1000 fois. La porte, où j'avais épié et guetté tes pas, où je t'avais vu pour la première fois. Le tapis devant la porte sur lequel une fois je m'étais agenouillée. La serrure à travers laquelle j'avais appris à sonder toute mon âme. Oh, le bruit de la clé qui toujours m'avait fait quitter en sursaut mon poste d'écoute. Toute mon enfance, toute ma passion est ici, vernie dans ces quelques mètres d'espace. Là se trouvait toute ma vie. Et voici qu'une sorte de tempête s'abattait sur moi maintenant que tout s'accomplissait et qu'avec toi, moi, avec toi, j'entrais dans ton immeuble, dans notre immeuble. Je restais chez toi toute la nuit, tu ne t'es jamais douté qu'avant toi, jamais aucun homme encore ne m'avait touché, ni même que personne n'avait effleuré ou vu mon corps. Comment aurais-tu pu le supposer, mon bien-aimé, puisque je ne t'offrais aucune résistance? Je réprimais toute hésitation de pudeur uniquement pour que tu ne puisses pas deviner le secret de mon amour, qui t'aurait certainement effrayé, car l'amour pour toi ne peut être que quelque chose de léger, qui revêt la forme d'un jeu et n'a aucune importance. Tu redoutes de t'immiscer dans une destinée, tu veux goûter sans mesure à toutes les joies du monde, mais tu ne veux pas de sacrifice. Mon bien-aimé, si je te dis maintenant que j'étais vierge quand je me suis donné à toi, je t'en supplie, ne te méprends pas sur le sens de mes paroles, je ne t'accuse pas, tu ne m'as pas attirée, ni trompée, ni séduite, c'est moi-même, qui suis allé vers toi, poussé par mon propre désir, qui me suis jeté à ton cou, qui me suis précipité dans ma destinée. Oh, jamais, jamais je ne t'accuserai, non, mais au contraire, toujours, je te remercierai car elle a été pour moi bien riche et bien éclatante de volupté cette nuit, bien débordante de bonheur. Je me le rappelle encore.
lorsque tu dormais, que j'entendais le souffle de ta respiration, que je touchais ton corps et que je me sentais si près de toi, dans l'ombre. dans l'ombre. J'ai pleuré de béatitude. Le lendemain, de très bonne heure, je me levai en toute hâte. Je devais me rendre au magasin et je voulais m'en aller avant qu'arrivât le domestique. Lorsque je fus vêtue et que je me tins debout devant toi, tu me pris par les épaules et tu me regardas longuement. Était-ce un souvenir, lointain et confus, qui s'agitait en toi? Ou bien me trouvais-tu simplement jolie et heureuse, telle que je l'étais effectivement? Tu me donnas un baiser sur la bouche. Je me dégageais doucement pour m'en aller. Tu me demandas si je ne voulais pas emporter quelques fleurs. Je te dis que si. Tu pris 4 roses blanches dans le vase de cristal bleu. Et tu me les donnas. Pendant des journées entières, je les ai portées à mes lèvres. Avant de nous quitter, nous avions fixé un rendez-vous pour une autre fois. À nouveau, ce fut merveilleux. Tu me donnas une 3e nuit d'amour. Et puis, tu me dis que tu devais faire un long voyage de 2 ou 3 mois en Afrique. Tu promis dès que tu serais rentrée de m'en aviser. Je te donnais mon adresse, poste restante. Je gardais mon secret. Je ne voulais pas te dire mon nom. À nouveau, au moment de l'adieu, tu me donnas des roses. Des roses en guise d'adieu. Chaque jour, pendant 2 mois, je suis allée voir poste restante. Non. Pourquoi te dire ces heures effroyables de l'attente et du désespoir? Oh, je t'aime. Je t'aime tel que tu es, ardent et oublieux, dévoué et infidèle, tel que tu as toujours été, tel que tu es encore maintenant. Tu t'es rentré. Les fenêtres éclairées me l'apprirent, mais tu ne m'as pas écrit. Je n'ai pas une ligne de toi. Maintenant, à l'heure de ma mort, je n'ai pas une ligne de toi, toi à qui j'ai donné ma vie. Je l'ai attendu. Attendu comme une désespérée. Tu ne m'as pas écrit. Pas une ligne. Pas une seule ligne. Mon enfant est mort hier. C'était aussi ton enfant. L'enfant d'une de ces 3 nuits. Je te le jure. Il n'en ment pas dans l'ombre de la mort. C'était notre enfant. Je te le jure, car aucun homme ne m'a touchée. Depuis ce moment, je me suis donnée à toi, jusqu'à cet autre. Mon corps s'est tordu dans les douleurs de l'enfantement. C'était notre enfant. L'enfant de mon amour conscient et de ta tendresse insouciante, prodigue, automatique presque. C'était notre enfant, notre fils, notre unique enfant. Et tu veux savoir maintenant, peut-être, pourquoi je t'ai caché son existence pendant toutes ces années? Pourquoi je te parle de lui seulement maintenant qu'il est étendu là, dormant dans les ténèbres et déjà prêt à partir, pour ne revenir plus jamais, jamais plus.
Hier ben nos Comment aurais-je pu te dire cela? Jamais tu ne m'aurais cru, moi l'étrangère, trop facilement disposée à t'accorder ces 3 nuits. Moi qui m'étais donnée à toi sans hésitation, avec ferveur presque. Jamais tu n'aurais cru que la femme anonyme que tu avais rencontrée fortuitement t'aurait gardé sa fidélité à toi, l'être infidèle. Jamais tu n'aurais reconnu cet enfant comme étant le tien. Tu m'aurais suspecté. Il en serait resté une ombre, entre nous, confuse, flottante de méfiance. Et puis je te connais. Je te connais si bien qu'à peine toi-même te connais-tu pareillement. Et tu étais pénible, toi qui en l'amour aime le jeu, la légèreté, l'insouciance, d'être soudain père. D'avoir la responsabilité d'une destinée. Toi, qui ne peux respirer qu'en liberté, tu te serais senti lié à moi d'une certaine façon, tu m'aurais haï! Mais je sais que tu lui fais peut-être contre ta propre volonté, obscurément. À cause de cet assujettissement, je t'aurais été odieuse. Tu m'aurais détesté, peut-être seulement quelques heures. Peut-être seulement un rapide espace de quelques minutes, mais... Dans mon orgueil, je voulais que tu penses à moi toute ta vie sans le moindre nuage. J'aimais mieux tout prendre sur moi que de te devenir une charge. Être la seule parmi toutes tes femmes à qui tu eus pensé avec gratitude, avec amour. À la vérité, tu n'as pas pensé à moi. Tu m'as oublié. Oh, je ne t'accuse pas. Pardonne-moi si parfois une goutte d'amertume coule de ma plume, mais mon enfant, notre enfant, n'est-il pas couché là, sous la lueur vacillante des cierges? Je sais bien qu'au fond tu es bon et secourable, mais ta bonté, c'est bizarre. Elle est ouverte à chacun, chacun peut épuiser, s'y remplir les mains. Elle est grande, oui, elle est infiniment grande, mais excuse-moi, elle est indolente. Elle attend pour la siège qu'on lui fasse violence un jour. J'étais enfant. J'ai vu comment tu t'y prenais pour faire l'aumône à un mendiant qui avait... avant même qu'il t'eût imploré. Mais tu lui donnais avec une certaine inquiétude, une certaine hâte qui disait ton désir de le voir s'en aller bien vite. On eût dit que tu craignais de le regarder dans les yeux. Cette façon fuyante de donner, cette appréhension, cette crainte d'être remerciée, je ne les ai jamais oubliées. C'est pourquoi je ne me suis pas adressée à toi. Sans doute, tu m'aurais alors secouru. Tu m'aurais donné de l'argent en abondance. Mais toujours avec le désir secret et impatient de voir s'éloigner de toi les choses désagréables. Oui, je crois même que tu m'aurais demandé de supprimer l'enfant avant terme, mais cela, je le redoutais par-dessus tout. Car que n'eussé-je fait du moment que tu me le demandais? Comment m'eût-il été possible de te refuser quelque chose? Et cet enfant, c'était tout pour moi. Il venait de toi, c'était encore toi. Non pas toi, l'être heureux et insouciant que je ne pouvais tenir. Mais toi, pour toujours, pensais-je. Emprisonné dans mon corps, lié à ma vie. Je te tenais à présent. Il m'était donné dans mes veines de se sentir battre et grandir. Je pouvais t'allaiter, te prendre dans mes bras et te couvrir de baisers. Quand mon âme en brûlait de désir, c'est pourquoi, mon bien-aimé, j'ai été heureuse. J'ai su que j'avais un enfant de toi dans mon sein. C'est pourquoi je me gardais de te le dire. Car maintenant, tu ne pouvais plus m'échapper. Il est vrai qu'il n'y eut pas que des moments de bonheur. Ma situation n'était pas facile. Pendant les derniers mois de grossesse, je ne pouvais plus travailler. Et c'est ainsi que je vécus de la vente de quelques bijoux que je possédais. Une semaine avant la délivrance, une blanchisseuse me vola le peu d'argent qui me restait dans une armoire.
de sorte que je dus aller à la maternité. Et c'est là, en ce lieu où seules se réfugient les femmes les plus pauvres, les réprouvées, les oubliées, c'est là, au milieu de la plus répugnante misère, que l'enfant, que ton enfant, va mourir cet hôpital. Tous vous y étrangers, étrangers, étrangers. Et nous nous regardions comme des étrangères, nous qui gisions là, mutuellement emplis de haine, sans autre rapport entre nous que l'identité de la misère et des tourments qui nous avaient contraintes à prendre place dans cette salle à l'atmosphère viciée, remplie de chloroforme et de sang, de cris et de gémissements. Tout ce que la pauvreté a à subir, d'outrages physiques et moraux et d'humiliations, je l'ai souffert dans cette salle, dans la promiscuité avec les prostituées et les malades, qui faisaient de la communauté de notre sort une commune infamie. Je l'ai souffert dans le cynisme des jeunes médecins, qui avec un sourire d'ironie soulevaient le drap du lit et tâtaient le corps de la jeune femme sans défense. Je l'ai souffert dans le cynisme des infirmières. Dans cette salle, votre pudeur ne reçoit que des paroles qui la flagellent et des gestes qui la crucifient, un nom sur une pancarte. C'est tout ce qui reste de vous. Car ce qui gît dans le lit, ce n'est qu'un tas de chair pantelant, que tâtent les curieux et qui n'est qu'un objet d'exhibition et d'étude. Oh, elles ne savent pas, les femmes qui donnent un enfant à leur époux sous leur propre toit, parmi leurs tendres soins, ce que c'est que de mettre un enfant au monde lorsqu'on est seul, sans protection, et comme sur une table d'expérimentation. Aujourd'hui encore, lorsque par hasard, je rencontre dans un livre le mot enfer, immédiatement je pense, malgré moi, à cette salle dans laquelle, parmi les mauvaises odeurs, et les gémissements, les rires, et les cris sanglants des femmes entassées, j'ai tant souffert. Dans cette salle, qui pour notre pudeur est comme un abattoir. Pardonne-moi, mon bien-aimé. Pardonne-moi de te parler de cela. C'est la seule fois que je le fais. Je ne t'en parlerai jamais plus. Plus jamais. Je n'en ai dit mot pendant 10 ans. Et bientôt je serai muette pour l'éternité. J'avais besoin de le dire une fois. Ce que m'avait coûté cet enfant qui était tendu là, inanimé, qui était ma félicité. Oh, je les avais oubliées, ces heures, depuis longtemps oubliées. Dans le sourire, dans les yeux de l'enfant, dans mon bonheur. Mais maintenant qu'il est mort, c'est mon supplice qui est redevenu vivant et j'avais besoin de soulager mon âme en le disant une fois, mais cette seule fois. Mais ce n'est pas toi que j'accuse, non. Je ne t'accuse pas, mon bien-aimé. Je n'accuse que Dieu qui a permis ce supplice insensé. Et jamais, jamais dans ma colère je me suis tournée contre toi. Jamais mon amour n'a connu l'atteinte d'un reproche de ma part. Toujours je t'ai aimé. Toujours j'ai béni l'heure de notre rencontre. Sais-je retraverser l'enfer de ces heures de souffrance? Quand bien même je saurais ce qui m'attend, mon bien-aimé.
encore une fois ce que j'ai fait. Encore une fois, encore 1000 fois. Notre enfant est mort. Jamais tu ne l'as connu. Jamais. Même dans une furtive rencontre due au hasard, ce petit être en fleurs, né de ton être, a croisé en passant ton regard. Dès que j'eus cet enfant, je me tins éloignée de toi. Mon amour pour toi était devenu moins douloureux. Je crois même que je t'aimais moins passionnément. Toujours est-il qu'il me faisait moins souffrir. Je ne voulais pas me partager entre lui et toi. Aussi, je me consacrais, non pas à toi, qui vivait heureux, loin de moi, mais à lui, qui avait besoin de moi, que je devais allaiter, que je pouvais couvrir de tendresse et de baisers. Aussi n'était-ce plus que rarement, tout à fait rarement, que ma passion se portait humblement devant ta porte. Je ne faisais plus qu'une chose. Chaque année, pour ton anniversaire, je t'envoyais régulièrement un bouquet de roses blanches, exactement semblable à celle que tu m'avais offerte après notre première nuit d'amour. En ces 10, en ces 11 années, t'es-tu jamais demandé qui te les envoyait? T'es-tu peut-être souvenu de celle à qui un jour tu en avais offert de semblables? Je l'ignore. Je ne connaîtrai jamais la réponse. Il me suffisait quant à moi de faire éclore une fois l'an le souvenir de cet instant. Tu n'as jamais connu. Aujourd'hui, je m'en veux d'avoir dérobé à tes yeux. Tu l'auras adoré. Tu n'as jamais connu, tu n'as jamais vu sourire quand il soulevait légèrement ses paupières. Et que ses yeux sombres et intelligents, tes yeux portaient sur moi, sur le monde entier, leur lumière claire et joyeuse. Oh, il était si gai, si charmant. Toute la grâce de ton être se répétait en lui infantinement. Toute ton imagination claire et joyeuse se retrouvait en lui. Il pouvait jouer passionnément pendant des heures avec un objet, comme tu aimes à jouer avec la vie. Puis on le voyait redevenir sérieux, se tenir assis devant ses livres, les sourcils froncés. Comme il te ressemblait. Oh, et même commençait à se développer en lui cette dualité de sérieux et d'enjouement qui t'est propre. Et plus il te ressemblait, plus je l'aimais. Avec cela, il était si gentil, si élégant, son costume de velours noir ou sa blanche vareuse de matelot. Partout où il allait, il était le plus distingué. Quand je passais avec lui sur la plage du Grado, les femmes s'arrêtaient et caressaient sa blonde chevelure. Et quand il allait faire du traîneau sur le Semmering, les gens se retournaient avec admiration sur son passage. Oh. Il était si joli, si délicat, si complaisant. Oh. Et lorsque l'année dernière, il est devenu interne au collège Marie-Thérèse, on aurait dit un peu de page à sa façon de porter le costume et sa petite épée. Et à présent, il n'y a plus sur lui que sa chemise blanche, pauvre enfant étendu là, lèvres décolorées, mains jointes. Peut-être tu veux savoir maintenant comment j'ai pu faire pour l'élever dans le luxe. Comment j'ai pu lui permettre de vivre cette vie éclatante et joyeuse. Les enfants du grand monde m'ont bien aimé. Je vais te le dire. Je n'ai pas de honte.
me suis vendue. Je n'étais pas précisément une fille des rues, une prostituée, mais j'avais de riches amants, des amis fortunés. Au début, c'est moi qui les ai cherchés, et puis rapidement, ce furent eux qui me cherchèrent. J'avais touché dans cette salle de la maternité ce que la pauvreté a de plus effroyable. Je ne voulais en aucun cas que ton enfant éclatant de beauté, grandi dans les bas-fonds, se pervertit au contact grossier des gens de la rue, s'étiola dans l'air empesté d'un arrière-corps de maison. Tous les hommes que j'ai connus furent bons pour moi. Tous m'ont gâté, tous m'ont estimé. Surtout un comte impérial, un homme veuf et âgé, celui-là même dont les semelles se sont meurtries pour faire accepter au collège Marie-Thérèse l'enfant sans père, ton enfant. 3 fois, 4 fois, il m'a demandé en mariage. Aujourd'hui, je serai comtesse, maîtresse d'un château féerique dans le Tyrol, et je n'aurai pas de soucis, car l'enfant aurait eu un père tendre, et moi un mari distingué, bon et doux. Oh, je n'ai pas accepté. Bien qu'il eût insisté très fort et très souvent, et que mon refus lui eût causé beaucoup de mal. Pourquoi ne pas l'avouer? Je ne voulais pas m'attacher. Tout au fond de mon être, dans mon cœur inconscient, vivait encore ce vieux rêve enfantin que peut-être, une fois encore, tu m'appellerais, ne fût-ce que pour une heure. Et dans l'éventualité de cette heure, j'ai tout repoussé. Toute ma vie, depuis que je suis sortie de l'enfance, a-t-elle été autre chose qu'une attente? Une attente de ta volonté? Cette heure est réellement venue, mais tu ne sais pas quand. Car même alors, tu ne m'as pas reconnue. L'heure tant attendue vint, elle va encore une fois, elle va une dernière fois me visiter dans ma vie en proie à la fatalité. C'était il y a exactement 1 an, le lendemain du jour anniversaire de ta naissance. Je passais la journée avec l'ami que j'avais à l'époque, un riche industriel qui me gâtait et qui m'idolâtrait. Nous allâmes ensemble à un concert, nous rencontrâmes une joyeuse société. Et puis nous allâmes dîner dans un restaurant de la Ringstrasse. Et là, au milieu des rires et des bavardages, je proposais d'aller dans un dancing à Tamarine. Oh, d'habitude, ce genre d'établissement, là, qui était factice et comme imbibé d'alcool, m'était antipathique. Mais cette fois, j'éprouvais un désir inexplicable, comme si quelque chose de particulier m'y attendait. Habitués à être agréables, tous se levèrent et nous allâmes à Tamarine. Nous y bûmes du champagne. Et subitement, une joie presque folle s'empara de moi. Une joie douloureuse que je n'avais jamais connue. Je dansais, poussais des cris de joie et j'éprouvais un désir inexplicable de sauter. Et soudain, j'étais assis à une table voisine avec des amis. Tu portais sur moi ce regard d'admiration et de désir qui toujours m'a troublée jusqu'au tréfonds de mes lettres. Pour la première fois depuis 10 ans, ton regard s'attachait sur moi avec toute la force inconsciente et passionnée. Je tremblais. Le verre que je tenais levé faillit se renverser. Ton regard devenait de plus en plus brûlant, me plongeait tout entière comme dans un brasier. Heureusement, mes amis ne remarquèrent pas mon trouble qui se dispersa dans le bruit des rires et de la musique. Je ne savais pas alors si tu m'avais enfin reconnue ou si tu me désirais comme une femme que tu n'as pas encore tenue dans tes bras. Tu avais remarqué sans doute combien ton regard me troublait. D'un signe de tête imperceptible pour les autres, tu me demandas de bien vouloir sortir dans le vestibule. Je me levai, dis à mon ami que je revenais aussitôt et je te suivis. Dans le vestibule, tu m'attendais.
Ton regard s'éclaira en me voyant venir et tu as couru souriant au-devant de moi. Immédiatement, je vis que tu ne me reconnaissais pas, que tu ne reconnaissais pas l'enfant de jadis ni la jeune fille d'autrefois. À nouveau, en étendant la main pour me prendre, tu l'avançais vers une femme rencontrée pour la première fois, vers une inconnue. Mais pourriez-vous, à moi aussi, un jour... Pourriez-vous, à moi aussi, un jour, accorder une heure? Tu prenais pour une de ces femmes qui se vantent à la nuit? Oui, fis-je. Et c'était le même oui tremblant et pourtant bien naturel et bien consentant qu'il y a plus de 10 ans, la jeune fille d'autrefois t'avait répondu dans la rue crépusculaire. Et seriez-vous libre maintenant? Oui, allons. Et je sortis dans la rue brumeuse, sans me préoccuper de mon manteau, sans me soucier de l'être bon et affectueux qui me faisait vivre depuis 2 ans, de l'homme que je couvrais de ridicule en le laissant ainsi moi sa maîtresse, au premier coup d'œil. Un inconnu. Oh. Ainsi que je t'ai aimé, je puis te le dire maintenant. Que tout est passé, que tout est fini. Et je crois que sur mon lit de mort, si tu m'appelais, je trouverais la force de me lever et d'aller te rejoindre. Nous filâmes chez toi. À nouveau, j'entendis ta voix. Je jouais de ton tendre voisinage. J'étais exactement aussi enivrée, en proie au même bonheur confus et enfantin qu'autrefois. Comment dans cette unique seconde, tout le présent et tout le passé se confondaient en moi? Non, je ne puis pas te le dire. Je ne puis te décrire comment ce double sentiment mélangeait tout et comment dans tout cela, il ne restait que toi. Passais la nuit avec toi. Mais même en ma nudité, tu ne me reconnaissais pas. Heureuse, je m'abandonnais à tes savantes caresses. Et je vis que ta fougue amoureuse ne faisait aucune différence entre une amante et une femme qui se vend. Que tu te livrais tout entier à ton désir, avec toute la légèreté et la prodigalité qui te caractérisent. Tu étais si tendre, si doux à mon égard, à l'égard d'une femme rencontrée dans un établissement de nuit. Et en même temps, tu montrais une telle passion dans la jouissance de la femme. Jamais chez un homme, je n'ai connu un tel abandon absolu au moment présent, un tel rayonnement des profondeurs de l'être, une telle effusion pour disparaître, à vrai dire, dans un oubli infini et presque inhumain. Le matin arriva. Nous nous levâmes tard. Encore une fois, tu m'invitas à déjeuner. Tu ne me demandas ni mon nom, ni mon domicile. Encore une fois, je n'étais pour toi qu'une aventure, une femme anonyme. L'heure de passion qui se dissipe dans la fumée de l'oubli sans laisser de traces. Et puis, tu me dis que tu devais faire un long voyage de 2 ou 3 mois en Afrique. Je tremblais. Au milieu de mon bonheur, déjà retentissait à mes oreilles le martèlement de ces mots. Fini. Fini et oublié. Oh, volontiers, je me serais jetée à tes pieds en criant « Emmène-moi! Emmène-moi avec toi pour enfin tu me reconnaisses !» Mais j'étais si lâche, si faible, si servile devant toi. Je ne pus que dire « Quel dommage!
posa les yeux sur moi en souriant. En éprouves-tu vraiment de la peine? À ce moment, je fus saisie d'un brusque emportement. Je te regardai longuement, fermement. L'homme que j'aime est lui aussi souvent parti en voyage, et je te regardais droit dans la prunelle. Maintenant, il va me reconnaître, pensais-je, toute tremblante et tendue de tout mon être. Et tu me répondis par un sourire, et tu répliqua pour me consoler. Oui, on revient toujours. On revient, mais on a oublié. Il devait y avoir quelque chose d'étrange, quelque chose de passionné dans la façon dont je te dis cela. Tu me pris par les épaules, tu me regardas longuement, avec beaucoup de tendresse. Ce qui est bon ne peut s'oublier. Je ne t'oublierai pas. Et en même temps, ton regard plongea au fond de moi, semblant vouloir y prendre l'empreinte de mon âme, et comme je le sentais, cherchant, fouillant, aspirant tout mon être, je crus que le charme qui t'empêchait de me reconnaître allait se rompre. Il va me reconnaître, pensais-je. Et toute mon âme tremblait à cette pensée. Et tu ne me reconnus pas. Jamais je ne te fus plus étrangère, sinon tu m'aurais pu taire. Ce que tu fis, 5 minutes plus tard. Tu m'avais embrassé encore une fois, passionnément. Je dû réparer le désordre de mes cheveux, et comme je me tenais debout de la glace, je crus m'évanouir de honte et d'effroi. Je te vis glisser quelques gros billets de banque dans mon manchon. Moi, qui t'aimais depuis l'enfance. Moi, la mère de ton enfant, tu m'avais payé. Oui. Payé. À tes yeux, je n'étais qu'une cocotte de ta barine, rien de plus. Et tu m'avais payé pour cette nuit-là. Il ne suffisait pas que tu m'eusses oublié. Il fallait encore que tu m'avilisses. Je ramassai rapidement mes affaires, je voulus m'en aller. Vite, m'en aller. Je souffrais trop. J'étendis la main pour prendre mon chapeau. Il se trouvait sur la table d'écriture à côté du vase contenant les roses. Mes roses. À ce moment, un besoin puissant, irrésistible s'empara de moi. Je devais à nouveau tenter de réveiller tes souvenirs. Ne voudrais-tu m'offrir quelques fleurs? Volontiers. Mais peut-être te viennent-elles d'une femme? Une femme qui t'aime? Peut-être, mais j'en sais rien. Et c'est pourquoi je les aime. Mais peut-être te viennent-elles d'une femme que tu as oubliée. Reconnais-moi. Reconnais-moi, criait mon regard. Tu m'embrassas encore une fois. Tu ne me reconnus pas. Tes yeux me regardaient amicalement sans comprendre. Je me dirigeai rapidement vers la porte car je sentais les larmes me monter aux yeux et cela, il ne fallait pas que tu le visses. Dans l'antichambre, tellement j'étais sortie avec précipitation, je faillis me heurter contre Johan, ton domestique. Effrayé, il fit un bond de côté et ouvrit brusquement la porte pour me laisser passer. Comme durant cet instant, je le regardais, entends-tu? Comme durant cette unique seconde, les larmes aux yeux, je regardais le vieillard, je vis une lueur soudaine s'allumer dans ses yeux, dans l'espace de cet instant, entends-tu? Dans l'espace de cette unique seconde, ton domestique m'avait reconnu. Lui qui ne m'avait pas vu depuis l'enfance. Je me serais mise à genoux, je lui aurais baisé les mains. J'arrachai fébrilement les billets avec lesquels tu m'avais flagellé. Je les lui glissai dans la main, il me regarda avec effroi, sursauta. Dans l'espace de cet instant, ton domestique m'a peut-être davantage comprise que toi, dans toute ton existence.
Tous les hommes que j'ai connus furent bons pour moi. Tous m'ont gâté. Toi seul, tu m'as oublié. Toi seul, tu ne m'as pas reconnu. Je ne parviens plus à continuer à écrire. Ma tête est lourde. Mes tempes battent et bourdonnent. Peut-être le destin me sera clément. Je ne verrai pas les hommes noirs emporter mon enfant. Peut-être sera-ce bientôt la fin. Je ne peux plus écrire. Adieu, mon bien-aimé. Adieu. Je te remercie. Ce fut bien comme ce fut, malgré tout. Jusqu'à mon dernier souffle, je te remercierai. Je me sens soulagée. Je t'ai tout dit. Tu sais à présent, non, tu devines seulement, combien je t'ai aimé. Et pourtant cet amour ne te laisse aucune charge. Je ne te manquerai pas. Il n'y aura aucun changement dans ta vie magnifique et lumineuse. Mais qui maintenant t'enverra des roses blanches pour ton anniversaire? Oh. Le vase sera vide. Il en sera de même de cette haleine de mon être qui soufflait une fois l'an autour de toi. Mon bien-aimé, écoute, je t'en prie. Par amour pour moi, fais ce que je te demande. Chaque année, à ton anniversaire, c'est une date dont je pense, on se souvient. Procure-toi des roses, mets-les dans le vase. Fais-le. Fais-le, comme d'autres font dire une messe pour la chair défunte. Je ne veux pas de messe. Je ne crois pas en Dieu. Je ne crois qu'en toi. Je n'aime que toi. Je ne veux survivre qu'en toi. Oh, rien qu'une fois dans l'année, et tout à fait silencieusement, comme j'ai toujours vécu près de toi. Je te remercie. Je t'aime. Je t'aime. Adieu. Obscurément, me revenaient les souvenirs d'un enfant, d'une jeune fille du voisinage, d'une femme même, mais de son visage dans ma mémoire, il ne me restait rien.